Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour notre webinaire sur l'actualité sociale. Je me présente Denis Arconte, je suis juriste en droit social dans le cabinet Orcom à Paris. Je suis accompagné de d'Imen Abada. Bonjour Imen, Bonjour à tous, bonjour Denis. qui est également juriste. Et tous les deux, on va vous présenter l'actualité sociale avec quelques petits commentaires pour essayer un petit peu de voir les tenants et les aboutissants de l'actualité en cours, de voir un petit peu leur évolution à venir et surtout les impacts que ça pourrait avoir en entreprise. Bien, on est une quarantaine de participants. On va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir lancer le webinaire. Alors, au programme de ce webinaire, on va avoir une première partie sur l'actualité légale avec notamment les nouveautés sur la loi marché du travail. On évoquera les apports de la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, qu'on va appeler loi DADU. On va également parler de l'emploi des seniors et un petit peu aussi de la réforme des retraites, quoi qu'on puisse en penser sur le fond de l'âge légal du départ à la retraite. On évoquera également le passeport prévention. Ensuite, au niveau des brèves d'actualité, on va un petit peu vous évoquer 4 petites brèves qui nous paraissent intéressantes. D'une part sur la prime de partage de la valeur, avec des petites précisions du boss. Ensuite, on va vous évoquer le projet d'accord national interprofessionnel lié au partage de la valeur. Et on reviendra également sur deux petites spécificités sur les bons cadeaux des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby, ainsi que l'activité partielle des salariés protégés. Et ensuite, en fonction du temps qui va nous rester, on évoquera avec vous 4 arrêts de la Cour de cassation qui nous paraissaient également intéressants à évoquer avec vous sur l'horaire collectif, sur la maladie, l'inaptitude et les travailleurs indépendants. Imen, je te laisse prendre la main sur l'actualité légale. Oui, alors je vais vous détailler un petit peu les actualités légales qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on commencera par les nouveautés de la loi marché du travail, notamment sur les deux sujets majeurs qui sont l'abandon de poste et la présomption de démission, et sur le cas plus spécifique du salarié en CDD ou en contrat de mission qui refuserait deux CDI. On passera ensuite sur la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, la loi DADU, comme Denis le précisait, qui a quelques impacts, notamment sur la période d'essai, sur des informations à transmettre aux salariés lors de l'embauche, sur les contrats précaires et également sur les différents congés et sur les modalités de conservation des avantages acquis des salariés. Sur les seniors et la retraite, on détaillera plusieurs points, notamment le contrat senior, les nouveaux indicateurs relatifs à l'emploi des seniors, gros point sur le régime social de la rupture conventionnelle qui est modifié, un petit point sur la retraite progressive et sur la sensibilisation aux gestes qui sauvent avant la retraite, et comme Denis le précisait, un petit point sur le passeport de prévention. Alors, sur la loi marché du travail, l'une des plus grandes nouveautés concerne l'abandon de poste et la présomption de démission. La loi est venue créer une présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste. On a un nouvel article dans le Code du travail à ce sujet qui vient préciser que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, soit par une lettre recommandée envoyée ou soit par une lettre mise en main propre, dans un certain délai qui sera fixé par décret, le salarié sera présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Donc les points importants, c'est le caractère volontaire de l'abandon de poste. L'idée, c'est vraiment le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne donne pas de retour ou d'information suite à une mise en demeure de l'employeur au salarié. On n'a pas encore de précision sur le délai qu'il faudra respecter, enfin que l'employeur devra respecter pour mettre en demeure son salarié. On a un projet de décret qui est fixé à 15 jours ce délai-là, mais le décret qui devait paraître fin mars a été reporté pour prendre en compte l'avis et consulter les partenaires sociaux. Donc, a priori, ce serait 15 jours, mais on attend encore ce fameux décret. Et donc, en absence dans le cas où l'employeur n'aurait pas de réponse de son salarié suite à cette mise en demeure, le salarié serait considéré comme démissionnaire. Et donc, la conséquence la plus importante,
pour le salarié, c'est la suppression de son assurance chômage. Cette nouveauté, cette nouvelle présomption de démission, elle pose plusieurs questions. D'abord, sur le principe, on est bien sur une présomption simple de démission, parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que les absences d'un salarié peuvent être liées à différents motifs et peuvent parfois être liées à un motif légitime d'absence. Le salarié qui serait par exemple hospitalisé ou incarcéré serait en abandon de poste, mais serait aussi dans l'incapacité de se justifier. Donc, pour prendre en compte ces différents cas, cette présomption, elle est simple, qui permet aux salariés de contester cette présomption devant le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes, donc avec une procédure qui serait assez rapide parce que le bureau de jugement devrait statuer dans un délai d'1 mois sur la nature de la rupture et sur ses conséquences. Donc, cette présomption existe, mais on laisse quand même une possibilité aux salariés de venir la renverser pour se justifier de son absence et pour remettre en cause cette rupture. On a aussi quelques questions en suspens, parce que finalement, on a le cas de la situation yo-yo. Si on a un salarié qui abandonne son poste, mais qui finalement, après une première mise en demeure de l'employeur, revient travailler, puis se remet à nouveau en situation d'abandon de poste, quid de cette situation? Comment l'employeur doit la prendre en compte? On ne sait pas encore. L'employeur pourrait aussi tout de même continuer à licencier les salariés en abandon de poste pour un motif disciplinaire. Ça reste une faute grave, donc a priori, on pourrait quand même conserver l'employeur pourrait conserver cette faculté de licencier son salarié pour abandon de poste sans prendre forcément la voie de la présomption de démission. Et on relève quand même qu'il reste quelques risques pour l'employeur, parce que le salarié potentiellement pourrait se retourner contre son employeur en invoquant l'idée qu'il n'aurait pas eu d'informations sur les conséquences de cet abandon de poste. Donc, on conseille quand même d'informer le salarié de la conséquence la plus importante de son abandon de poste, qui serait la suppression de son allocation chômage. Pour éviter tout risque, l'informer, par exemple, dans la mise en demeure, qu'en l'absence de réponse, il sera considéré comme démissionnaire et que cela aura pour conséquence la suppression de son allocation. Donc voilà le premier point sur cette présomption de démission. Ensuite, autre point assez important de cette loi marché du travail, c'est qu'elle introduit deux dispositions, donc deux nouveaux articles dans le code. Un premier article applicable aux salariés en CDD et un second article applicable au contrat de mission. L'idée est qu'on supprimerait l'assurance chômage pour le salarié qui aurait refusé deux propositions de CDI dans un délai de 12 mois. Ces propositions de CDI doivent viser à occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération qui serait au moins équivalente, tout comme la durée de travail qui devrait être équivalente, avec une classification plus ou moins similaire et sans changement de lieu de travail. Donc le CDI doit quand même, cette offre de CDI doit quand même suivre plusieurs critères. On a deux exceptions à cet arrêt du versement de l'assurance chômage en cas de refus de CDI. C'est lorsque le salarié a déjà été employé dans le cadre d'un CDI au cours de cette même période, donc de ces 12 mois, et si la dernière proposition qui aurait été adressée au salarié ne serait pas conforme au projet personnalisé d'accès à l'emploi qui lui aurait été fixé. Donc l'employeur, dans le cadre de ces nouvelles obligations, il aurait en tant que tel deux obligations. C'est de bien notifier par écrit cette proposition de CDI au salarié pour bien en garder une trace. Et en cas de refus du salarié, d'informer Pôle emploi pour justifier que voilà, l'employeur a bien rempli son obligation de proposer un emploi similaire sur les différents points, rémunération, durée du travail, classification, lieu de travail, et que le salarié a malgré cela refusé. Donc, deux petites nouvelles obligations pour les employeurs qui se pourraient dans cette situation avec un salarié en CDD ou en contrat de mission qui refuserait deux propositions de CDI. Merci Imen. On espère que les décrets à paraître nous apporteront vraiment des précisions et que le report des décrets à venir va être utilisé à bon escient. Petite précision aussi sur le webinaire, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous pouvez poser vos questions dans l'espace qui est dédié. On les prendra à la fin du webinaire et si par hasard on n'a pas le temps de traiter toutes les questions,
on les prend en note, on a vos adresses email et puis on peut revenir vers vous par la suite. Donc n'hésitez pas. On va donc aborder la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, la loi DADU. C'est une loi qui a été adoptée le 28 février et publiée au journal officiel le 10 mars 2023, qui a pour objectif de transposer 6 directives européennes en droit français. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des adaptations de directives européennes, ce ne sera surtout pas les dernières fois, puisque il faut noter qu'en fait, le législateur va avoir cette tendance à adapter, à transposer le droit de l'Union européenne en droit français, puisque c'est une tendance de la Cour de cassation de suivre, d'appliquer de plus en plus les positions européennes. Et donc, le législateur va suivre aussi cette tendance-là. Donc là, on a un premier groupe de 6 directives européennes, mais ça risque aussi de se poursuivre. Donc c'est aussi intéressant de se tenir au courant des directives européennes pour savoir un petit peu les prochaines évolutions législatives qui pourraient arriver. Alors concernant cette loi DADU, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. On a la période d'essai, on a l'information du salarié sur la relation de travail et de participation aux résultats, et on a également les congés parentaux. Concernant le premier thème sur les périodes d'essai, grosso modo, cette directive met fin aux durées maximales dérogatoires qui étaient prévues par accord de branche antérieur au 26 juin 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, des durées maximales de période d'essai ont été insérées dans le Code du travail. Pour les ouvriers et les employés, la durée maximale légale était de 2 mois. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, la durée maximale légale était de 3 mois. Et pour les cadres, la durée maximale était de 4 mois. La loi prévoyait qu'il restait possible d'appliquer des durées plus longues si un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 le prévoyait. Donc on avait un système dérogatoire en fonction de la date de conclusion d'un accord de branche. La loi supprime cette dérogation. Donc il ne sera plus possible de prévoir des périodes d'essai dépassant la durée légale. Ça va un petit peu simplifier aussi la lecture de cet article qui était un petit peu parfois compliqué à comprendre. Donc il ne sera plus possible donc, de prévoir des durées légales supérieures. Plusieurs branches étaient concernées par cette disposition. Plusieurs branches donc, prévoyaient des dispositions légales, des durées maximales légales supérieures. On a notamment la convention collective de promotion et construction, celle des formations, celle des assurances et des sociétés, et la convention collective des banques et la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. L'entrée en vigueur de cette disposition est prévue 6 mois après la promulgation de la loi, donc au plus tard le 9 septembre 2023. Il se pose la question des contrats en cours, les contrats pour lesquels, pour les branches concernées, les contrats qui prévoient des durées légales supérieures. Alors donc, pour essayer de répondre à cette question, on a plusieurs choses. D'une part, donc la loi prévoit une entrée en vigueur différée de 6 mois. Donc, on a 6 mois vous avez 6 mois pour mettre vos contrats d'équerre. La Cour de cassation, la jurisprudence de la Cour de cassation a plutôt tendance à rendre inapplicable ce genre de disposition aux contrats en cours. Mais nous, ce qu'on vous préconise, c'est, si vous êtes concerné par cette évolution, on vous préconise immédiatement, donc pour les contrats en cours, d'appliquer ces nouvelles durées, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque sur une requalification du contrat de travail. Alors, j'enchaîne, comme le disait Denis, la loi DADU, elle a aussi eu des conséquences sur les informations que les employeurs doivent transmettre aux salariés, notamment les éléments dits essentiels de la relation de travail. Donc, pour ce faire, on a un nouvel article dans le Code qui prévoit cette nouvelle obligation de remettre par écrit aux salariés les informations principales relatives à la relation de travail. Donc, ces informations qui, pour l'instant, on ne sait pas encore sous quelle forme elles devront figurer. Est-ce qu'elles doivent être directement dans le contrat de travail ou est-ce qu'elles feront l'objet d'un document à part? On attend des décrets pour avoir des informations sur la forme, mais ces informations devraient être communiquées aux salariés dans les 7 jours calendaires qui suivent le début de la relation de travail. Et la liste, on ne l'a pas encore officiellement, parce qu'elle doit être à nouveau publiée par décret, mais par contre, quand on se réfère à la directive européenne qui a été transposée, on se rend compte qu'on a à peu près 15 mentions obligatoires. Donc, je ne vous les ai pas détaillées
ici, mais c'est notamment l'identité des parties, la date de début de la relation de travail et la date de fin si on est sur un CDD, la durée et les conditions de la période d'essai, le lieu de travail, etc. Donc, c'est des informations qui sont vraiment liées à la relation de travail et qu'on, en principe, retrouve dans les contrats. Mais cette fois-ci, ce sera réellement une obligation et on aura une liste de ces mentions-là qu'il faudra prévoir et bien remettre au salarié. Parce qu'à défaut, si le salarié n'aurait pas reçu ces informations, il pourrait faire valoir ce droit-là en 2 étapes. Donc, il pourrait mettre en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou de compléter, si par exemple vos contrats prévoient déjà certaines mentions, mais qu'il en manque certaines, de compléter le document. Et à défaut, si après cette mise en demeure, vous ne faites toujours pas un retour à vos salariés, il pourra saisir le juge compétent pour obtenir les documents nécessaires. Ce qu'on conseille, donc, ce sera de bien garder une preuve de cette remise des informations, de bien le mettre par écrit. Et pour les salariés dont le contrat de travail serait en cours à la date de promulgation de cette loi, eux aussi pourront demander à l'employeur de fournir ou de compléter les informations listées avant. Donc, contrairement à ce que Denis disait, puisqu'il était valable pour la période d'essai, là, a priori, pour cette information, même pour les contrats déjà en cours, les salariés pourraient faire cette demande d'obtenir ces différentes informations. Donc, on vous conseille de profiter de cette nouvelle loi et de ces nouvelles mentions obligatoires pour vérifier votre âme et pourquoi pas faire un audit de vos contrats de travail pour bien vous assurer que toutes ces informations sont bien prévues, ce qui vous éviterait, selon l'arrivée des décrets, de devoir refaire finalement, retravailler vos contrats. Donc voilà, pas encore tous les éléments, mais a priori, vraiment, ces informations principales relatives à la relation de travail, il faudra les communiquer aux salariés sous peine de se retrouver mis en demeure pour le faire. Juste une petite précision, comme le dit Imen, il y a donc, cette obligation arrive pour les nouveaux contrats et surtout pour les contrats en cours. Nous, on pense surtout aux vieux contrats des années 90 qui sont encore en cours, qui faisaient qu'une page à l'époque, où justement tous ces éléments qui semblent un petit peu aujourd'hui acquis dans un contrat de travail ne l'étaient pas forcément auparavant, il y a quelques dizaines d'années. Donc on vous encourage vraiment à faire ce petit travail d'archéologie peut-être, mais à regarder vos anciens contrats qui sont soumis à ces nouvelles obligations. Et donc, ce sera l'occasion de voir s'il n'y a pas de nouvelles clauses à insérer. On pense au télétravail, mais peut-être à autre chose aussi, à insérer dans ces contrats de travail. Donc, il y a aussi l'occasion d'un petit peu régulariser au-delà de cet audit spécifiquement sur ces informations. C'est l'occasion aussi de mettre à jour, de mettre d'équerre tous vos contrats et les avenants que vous auriez pu faire mais que finalement qui sont passés à la trappe. C'est peut-être le moment de les faire également en profitant de cette occasion. Oui, effectivement. Parce que si la loi reprend, enfin les décrets reprennent vraiment ce qui est prévu dans les conventions, on avait 15 mentions obligatoires dans la directive européenne, donc ça pourrait être plein de. Enfin, c'est quand même assez conséquent, même si, comme disait Denis, parfois c'est des dispositions qui paraissent évidentes. Ce travail sera quand même a priori à bien réaliser. Je poursuis sur un autre point qui concerne cette fois les salariés en contrat précaire. Donc, ça va concerner les salariés en contrat à durée déterminée ou les salariés en intérim. Le droit français est mis en conformité avec les dispositions de la directive concernant l'information des salariés précaires sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise. Donc, on crée une nouvelle obligation, enfin, une nouvelle information plutôt, pour le salarié en CDD ou en intérim qui justifie chez son employeur ou l'entreprise utilisatrice une ancienneté continue d'au moins 6 mois. Le salarié pourra demander à son employeur de l'informer des postes à pourvoir en CDI dans l'entreprise. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur les modalités précises de comment le salarié pourra solliciter de son employeur cette information des postes à pourvoir dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est les décrets devraient apporter des réponses sur une forme a priori, une demande et une réponse de l'employeur écrite. On conseille toujours de toute façon pour garder bien une phrase, donc le salarié ferait une demande écrite à
à son employeur pour savoir s'il y a des postes à pourvoir, et l'employeur, sous un délai qu'on n'a pas encore, devrait lui répondre pour lui dire voilà, tel poste est à pourvoir ou du coup il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, a priori, ce qui était fait en tout cas dans les directives européennes, c'était une réponse écrite de l'employeur sous un délai d'un mois, à voir si ça va être retranscrit de la même façon dans les décrets. Donc nous, ce qu'on peut préconiser, c'est de bien informer le salarié au début du contrat de travail de cette possibilité, pour qu'il puisse le savoir et qu'on considère que votre devoir d'information a bien été rempli. Donc, sur un autre sujet maintenant, mais toujours sur cette loi d'ADU, concernant ce qu'on peut appeler l'équilibre entre la vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, on a eu un changement sur la conservation des avantages acquis. La loi prévoit que pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il a acquis avant le début de son congé. Donc pour ces 3 congés-là, ce qui était avant valable pour le congé maternité, va être étendu à ces 3 congés. Et l'étude d'impact du projet de loi indique notamment que ces nouvelles dispositions vont permettre aux salariés, d'une part, d'avoir la garantie de conserver les droits à congés payés acquis avant leur congé. En l'état, le Code du travail ne permettait pas toujours le report des congés payés si la période de prise du congé s'était achevée pendant l'une des périodes de l'un des congés en question. Et autre point aussi important, c'est que finalement, on a un principe jurisprudentiel selon lequel l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel devait être calculée sur la base d'un temps plein. C'était une disposition jurisprudentielle qu'on appliquait mais qui n'était pas dans le Code du travail. Et donc, cette loi vient intégrer dans le Code du travail ce principe. Donc voilà, c'est des petites notions qui, au quotidien, il est important de prendre en compte pour les salariés qui seraient amenés à prendre l'un de ces 3 congés-là. Et toujours dans le thème des congés, cette fois sur le congé paternité, à la différence du congé de maternité, lorsqu'un salarié s'absente dans le cadre d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, cette absence, elle n'était pas comptabilisée dans le calcul de son ancienneté, sauf si vous aviez une convention en usage plus favorable. Et donc la loi, elle vient assimiler le congé de paternité et d'accueil de l'enfant à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Donc ce qui était applicable pour le congé maternité est maintenant étendu au congé de paternité. Et donc ça a un impact notamment donc, sur l'ancienneté et surtout en cas de, par exemple, de calcul d'indemnité, le salarié qui aurait été amené à prendre un congé de paternité ou d'accueil de l'enfant, cette période-là sera prise en compte dans son ancienneté, alors qu'auparavant, elle ne l'était pas forcément. Et ces périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant seront également assimilées à une période de présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence. Donc, ça aura aussi un impact sur la participation des salariés qui seraient amenés à prendre ces périodes de congé. Donc, voilà, c'est de ce congé paternité, à la fois sur l'ancienneté et sur la réserve spéciale de participation, sera pris en compte et donc il faudra en tenir compte. Donc voilà, c'était les principales informations de la loi d'ADU. Je laisse Denis poursuivre sur un sujet un peu plus important, qui est les seniors et la retraite. Merci Imen. Alors tous les sujets sont importants. Oui, bien sûr, un peu plus. Non, c'est vrai que là on va attaquer un sujet qui est d'actualité, qui est intéressant. Alors quelques petits propos liminaires avant de poursuivre sur le sujet. Alors on ne va pas parler du départ de l'âge légal à la retraite qui va passer à 64 ans. Mais forcément, il y a des impacts dans cette réforme qui vont concerner un peu plus directement les relations de travail avec les seniors. On vous précise également qu'aujourd'hui, le projet de loi qui a été adopté est entre les mains est en examen auprès du Conseil constitutionnel et il devrait normalement rendre son avis le 14 avril dans l'après-midi. Donc on attend avec impatience l'avis du Conseil constitutionnel qui validera ou pas ou partiellement ce projet de réforme. Et dernier propos liminaire, c'est que ce projet
ce projet prévoit la création d'une nouvelle obligation. Et c'est un petit peu cette nouvelle obligation qui va conduire qui devrait conduire votre rapport avec les seniors d'entreprise. C'est la création de l'article L 5121-6 du Code du travail, qui nous dit que l'employeur poursuit un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment que peu importe la taille de l'entreprise, l'emploi des seniors doit devenir une nouvelle préoccupation. Ce qui se comprend puisque l'âge de départ à la retraite a été reculé et donc les personnes vont travailler plus longtemps en entreprise. Première mesure qui vient sur l'emploi des seniors, c'est le contrat de fin de carrière pour les salariés de 60 ans et plus. Alors, pour favoriser l'emploi des seniors, le projet propose de mettre en place un contrat de fin de carrière qui devrait s'appliquer à compter du 1er septembre 2023 pour le recrutement de salariés âgés d'au moins 60 ans. Quelques petites précisions. Donc, il s'agira d'un CDI écrit et les modalités de rupture seront dites classiques et avec aussi les modalités de mise à la retraite si le salarié réunit les conditions du taux plein. Initialement, c'était ce qui était prévu. Les débats parlementaires ont apporté. Les débats parlementaires. Pardon. Les débats parlementaires ont apporté des petites modifications sur ce contrat de fin de carrière qui renvoie la négociation avec les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et expose que il s'agira d'une expérimentation de 3 ans pour les chômeurs de longue durée qui ne s'appliquera que si les partenaires sociaux ne trouvent pas un accord sur l'emploi des seniors au niveau interprofessionnel avant le 31 août 2023. Donc là, on va avoir deux hypothèses. Soit on aura un accord national interprofessionnel avant le 31 août qui viendra exposer plus ou moins cette disposition en apportant des précisions nécessaires. Dans ce cas-là, la disposition prévue dans le projet de loi ne sera pas appliquée. Ou alors, les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord avant le 31 août et donc le projet de loi, s'il est validé par le Conseil constitutionnel, s'appliquera. En l'état, le texte prévoit des exonérations de la contribution patronale spécifique à l'indemnité de mise en retraite versée aux salariés. Actuellement, cette contribution patronale se calcule autour de 50% sur la totalité de l'indemnité de la mise en retraite. Elle serait ramenée par le projet de loi à 30% et ne serait due que sur la partie d'indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale. Donc là, le but, c'est d'alléger le coût d'une mise à la retraite pour ces personnes-là. Ensuite, autre sujet qu'on va évoquer assez rapidement, c'est l'index senior. Alors, il y a eu beaucoup de modifications, on en a beaucoup parlé, et ce qui a beaucoup évolué sur cet index, c'est notamment les entreprises visées. Au début, le projet de loi évoquait des entreprises concernées que pour les entreprises de 300 salariés et plus. Les débats parlementaires ont ramené ça à 50 et au final, le seuil d'application de cet index senior s'appliquera pour les entreprises de 300 salariés et plus, avec une application un petit peu décalée pour d'abord novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et juillet 2024 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Rapidement sur le contenu de cet index, il est pensé sur le modèle de l'index égalité homme-femme et il impliquera la publication de détails effectifs par tranche d'âge des salariés de 55 à 64 ans. Sachant que des décrets apportant des précisions sur le contenu et les modalités de ces index et aussi des accords de branche pourront prévoir des indicateurs différents ou en tout cas plus pertinents par rapport à l'activité des entreprises. Donc là encore, on a un principe d'index senior, mais les modalités sont encore à définir soit par des accords de branche, soit par des décrets à venir. Et dans la même logique que l'index égalité homme-femme, on a des sanctions financières qui sont encourues en cas de non-publication de l'index, mais aucune obligation à date de résultat n'a été fixée en matière d'emploi des seniors.
il sera envisagé pour l'instant une sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Alors ensuite, ce qui est très intéressant et très impactant pour vous, c'est ce que prévoit l'article 4 du projet de loi qui vise à rapprocher le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelles et de la mise à la retraite. Alors actuellement, le régime social actuel prévoit que l'indemnité de rupture conventionnelle bénéficie en principe d'une exonération sociale et fiscale pour le salarié, plus la contribution d'un forfait social patronal de 20% pour l'employeur. Par contre, si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite sur la base d'un taux plein ou non, à la date de la rupture effective du contrat de travail, l'indemnité de rupture conventionnelle sera intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, CRDS, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Et donc, comme ces éléments seront soumis aux cotisations, il n'y a aucun forfait social patronal qui n'est appliqué. Aujourd'hui, cet article 4, en l'état, en tous les cas, modifie ce principe et nous dit que l'indemnité de rupture conventionnelle bénéficiera en principe d'une exonération sociale et fiscale pour le salarié, plus un forfait social patronal de 30% pour l'employeur, sans précision d'âge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, peut-être passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre la rédaction de cet article 4 qui va modifier le code de la sécurité sociale. Alors, d'une part, c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur l'endroit où sont positionnés les textes. D'une part, c'est le titre de la section dans lequel les dispositions actuelles sont modifiées, qui est modifié. Donc là, on a une section qui va s'appeler « Contribution sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite ». Et donc, c'est l'article L137-12 qui est modifié. Je vous le lis. Est instituée à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de… Il va y avoir deux hypothèses. La première hypothèse qui existe déjà, c'est celle de la mise à la retraite. Et la deuxième hypothèse, qui là est nouvelle, nous évoque la rupture conventionnelle mentionnée dans le Code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales, des cotisations de sécurité sociale en application du présent Code. Donc, le projet de loi vient insérer la rupture conventionnelle dans la contribution versée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et ce texte nous précise que le taux de contribution est fixé à 30%. Alors, en termes d'exemple chiffré, par exemple, si aujourd'hui une rupture conventionnelle, l'indemnité d'une rupture conventionnelle versée à un salarié est de 5 000 €, vous payez un forfait social de 20%, ce qui équivaut à 1 000 € pour la charge de l'employeur. Donc, demain, à compter du 1er septembre 2023, si le texte reste en l'état, ce forfait social passera à 30%, et au lieu de payer 1 000 € comme c'est l'est aujourd'hui, vous devrez verser 1 500 € au titre du forfait social. Donc, alors, il y a deux choses. D'une part, comme on le dit depuis le début, le texte est en l'état et donc il est en cours d'examen auprès du Conseil constitutionnel. Donc potentiellement, il peut être modifié. En tout cas, il peut être censuré par le Conseil constitutionnel, mais peut-être qu'il va être validé. Donc, posez-vous la question de l'opportunité des ruptures conventionnelles actuelles. Voilà, si vous avez des situations qui sous-entendent une rupture conventionnelle à venir, eh bien, posez-vous la question de est-ce que c'est pas le moment, avant justement le 1er septembre 2023, date d'application qui est prévue actuellement par les textes, de procéder aux ruptures conventionnelles pour faire cette économie sur le forfait social. Ensuite, une fois qu'on a parlé de ça, on va revenir sur la retraite progressive. Là encore, il y a quelques petites modifications de la part du législateur qui va venir favoriser ou en tout cas assouplir un régime de retraite progressive qui n'est pas forcément beaucoup employé aujourd'hui et donc qui va venir toujours sous l'empire de ce principe d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors qui va venir alléger
ce dispositif de retraite progressive. Donc, pour rappel, la retraite progressive permet, sous condition, de réduire son activité professionnelle 2 ans avant l'âge minimum de départ à la retraite légale, tout en percevant une partie de ses pensions avant liquidation de ses droits à la retraite. Le projet de loi a pour objectif de rendre plus accessible et plus attractif la retraite progressive, prévoyant notamment comme modification une obligation de justifier du refus opposé par l'employeur en cas de demande, et demain, seul le cas de refus légitime lié à l'activité économique de la société sera entendu. Le projet de loi vient également supprimer l'exigence d'une durée de travail de 24 heures. Là encore, il faudra peut-être avoir l'accord du salarié, en tout cas que le salarié exprime vraiment la volonté de descendre en dessous des 24 heures de travail. On a un déplafonnement des indemnités journalières de maladie et on a une généralisation du dispositif au régime spécifique, notamment agricole, les professions libérales et fonctionnaires. Aujourd'hui, ce dispositif n'est ouvert que pour les salariés de 60 ans, puisque l'âge de départ à la retraite est de 62 ans, mais progressivement, le législateur a prévu que ce dispositif sera ouvert à partir de 62 ans, puisque le départ à la retraite, comme il est prévu dans le texte actuel, est de 64 ans. Et enfin, on va évoquer un autre sujet sur les seniors qui, lui, n'est pas prévu dans le projet de loi, qui est applicable en l'état actuellement, c'est la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Alors très rapidement, c'est un arrêté du 7 septembre 2022 qui a été publié le 22 janvier 2023 qui indique, qui liste les organismes qui peuvent dispenser aux futurs retraités l'action de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, et ce qui a permis donc cette entrée en vigueur de cette obligation. Alors pour rappel, l'employeur a l'obligation de faire bénéficier aux futurs retraités, pendant 2 heures pendant le temps de travail, d'une action de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt et aux gestes qui sauvent. Et ce temps consacré est assimilé à du temps de travail effectif. Donc voilà, cette obligation qui existe depuis quelques temps, mais qui n'est peut-être pas encore entrée en vigueur, l'est depuis le 22 janvier 2023. Donc on vous invite à engager des discussions avec vos salariés qui sont concernés pour organiser cette formation. Avant de poursuivre sur le reste, si vous avez, donc là on comprend que l'emploi des seniors, ça va devenir une préoccupation qui va devenir de plus en plus importante pour l'employeur. On le voit donc avec cette nouvelle obligation, qui je le rappelle, qui nous dit que l'employeur poursuit un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité de ses seniors. Donc voilà, c'est une problématique à intégrer dans votre gestion du personnel, dans votre gestion des compétences. Donc si ce sujet est un sujet pour vous, ou si vous pensez que vous le serez d'ici quelques années, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourrait vous accompagner pour faire un petit diagnostic sur les problématiques seniors de votre entreprise et trouver des leviers, des moyens pour justement traiter ces sujets à l'aube de cette réforme qui va peut-être en tout cas entrer en vigueur au 1er septembre 2023. Et enfin, très rapidement, parce que je suis très bavard, on voulait évoquer avec vous le passeport de prévention. Alors en fait, le Code du travail intègre la notion de passeport de prévention via l'article L4141-5 du Code du travail, et il a pour objectif de faciliter la circulation de l'information entre les employeurs et les salariés sur les formations et qualifications acquises par les salariés en matière de santé et sécurité au travail. Alors, grosso modo, c'est une plateforme en ligne qui n'est pas aujourd'hui encore activée et qui le sera à compter d'avril 2023. Alors, normalement, on y est, mais j'ai encore regardé ce matin le site. Il y a juste une page d'information. Donc, le site du ministère nous précise qu'il va y avoir une montée progressive en fait en puissance de ce passeport. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un passeport qui est un outil qui est géré par le salarié. Ce sera à lui de compartimenter les accès, savoir si oui ou non son employeur peut avoir accès aux formations qu'il a fait chez un autre employeur. C'est un outil d'information qui doit faciliter donc la circulation entre les différents acteurs.
Et ce passeport de prévention n'est surtout pas un outil de contrôle pour l'employeur. Le salarié reste libre de garder les supports Internet utilisés. Aujourd'hui, ce passeport de prévention, voilà, il est un petit peu nébuleux. Il y a pas forcément beaucoup de précisions concrètes sur son utilité ou sur la manière de fonctionner. Il faudra voir. Il faudra voir. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous préconiser, c'est un petit peu comme pour le compte personnel de formation, c'est d'inviter vos salariés à ouvrir, puisque ce sera à lui de faire la démarche d'ouvrir ce passeport, d'ouvrir ce passeport donc pour que vous puissiez à l'avenir déverser les formations réalisées. Sachant que les organismes aussi disposeront d'un accès pour pouvoir verser les formations, enfin verser les formations qui ont été réalisées sur ce compte de prévention. Merci Denis pour tous ces éléments. On poursuit rapidement avec quelques brèves. Donc, j'ai déjà présenté plus ou moins le programme, donc notamment sur le partage de la valeur, les cadeaux et bons d'achat avec les règles dérogatoires et un petit point sur l'activité partielle des salariés protégés. Sur la prime de partage de la valeur, on a eu des précisions du BOSS donc en décembre 2022 sur les critères de modulation. Il est important pour nous de le rappeler parce que la prime de partage de la valeur, vous pouvez effectivement verser cette prime à vos salariés en prévoyant des critères de modulation, mais le BOSS est venu nous préciser, est venu durcir les règles sur cette modulation pour les primes, notamment avec l'utilisation du critère de l'ancienneté, un critère qu'on n'avait pas auparavant avec la prime Macron, mais qui là est arrivé avec la prime de partage de la valeur, donc la PPV. Et ce critère qui est souvent utilisé par les employeurs, bah, finalement, le BOSS est venu quand même un peu nous restreindre sur cette utilisation en indiquant qu'on ne pouvait pas prévoir un écart disproportionné entre les montants de la prime. Le risque, c'est qu'on pouvait invalider cette PPV, et quand on dit invalider cette PPV, c'est surtout ne plus bénéficier des exonérations de charges qui sont prévues. Et donc, à titre d'exemple, on ne pourrait pas prévoir une prime de 50 € pour un salarié qui aurait moins de 6 mois d'ancienneté et une prime de 1 000 € pour un salarié qui aurait un an d'ancienneté. On est sur des écarts qui sont considérés comme disproportionnés. Donc, nous, bien sûr, on reste à disposition pour vous accompagner sur les décisions unilatérales pour mettre en place cette PPV et notamment vérifier comment on peut utiliser ces critères-là. On a notamment aussi le BOSS qui est venu nous donner quelques précisions sur le critère de la durée de présence du salarié, qui est aussi très justement souvent utilisé. Et donc, on a plus de précisions sur qu'est-ce qu'on prend en compte dans cette durée de présence et notamment les absences des salariés. Donc voilà, quelques informations bien utiles pour prévoir au mieux la modulation de cette prime entre vos salariés. Toujours sur le thème du partage de la valeur, on a un accord national interprofessionnel, enfin un projet d'accord qui a pour objectif de réformer le partage de la valeur en instituant plusieurs nouveautés. Enfin, à l'avenir, l'idée c'est d'instituer ces nouveautés, notamment pour les entreprises de 11 à 50 salariés qui auraient réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Ces entreprises-là devront mettre en place, a priori au 1er janvier 2025, un dispositif de partage de la valeur, si elles n'en ont pas déjà un. Et donc, sur le dispositif, c'est assez large, ça pourrait être de la participation, de l'intéressement, des primes de partage de la valeur, un abonnement, un nouvel abonnement à un PEE ou un PER. Actuellement, la participation elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont cet effectif sur les 5 dernières années. Donc là, finalement, on vient réduire la condition d'effectif et réduire la durée, enfin les années qui sont prises en compte pour mettre en place. Et aussi, on offre aux employeurs la possibilité de choisir par quel dispositif ils veulent partager, procéder à ce partage de la valeur. Sur les accords de participation, on a aussi cette idée de voir les faciliter dans les entreprises de moins de 50 salariés en laissant la possibilité aux employeurs de prévoir une formule de participation dérogatoire à la formule légale, même si cela aboutit à un résultat moins favorable pour les salariés. Pour les entreprises de plus de 50, on a une formule légale qui convient de suivre.
là, pour les entreprises de moins de 50, on pourrait prévoir une autre formule, même si celle-ci est moins favorable que la légale. L'idée, c'est de essayer par plus ou moins tous les moyens de donner, même si c'est un petit peu moins, de partager un peu plus la valeur à vos salariés. On a aussi, cette année, propose aussi de développer l'actionnariat des salariés en augmentant le plafond d'attribution d'actions gratuites et aussi, comme je disais, prévoir un nouvel abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise, au plan d'épargne retraite qui serait déplafonné. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase de projet, donc il y a toutes ces idées-là qui ont été avancées, mais ce n'est pas encore définitif. On espère que d'ici le mois de juin, lors de notre prochain webinaire, on aura plus d'informations et donc on pourra vous donner, compléter ces éléments-là si d'ici là on aura eu un retour sur cet accord. Donc rendez-vous au mois de juin pour plus d'informations et je laisse Denis poursuivre sur les deux petites dernières brèves. Merci Imen. Alors, petite brève d'actualité sur la Coupe du Monde de rugby et pour les Jeux Olympiques. Le ministère de l'économie a encouragé la participation à la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il a annoncé que les CSE ou les employeurs pourront attribuer aux salariés des places pour assister à ces événements sans que ces avantages soient assujettis aux charges sociales. Alors, on parle de billets, de la prise en charge directe ou indirecte des transports, d'hébergement ou de cadeaux divers liés à cet événement. Et à titre exceptionnel, le plafond de non-assujettissement des cadeaux et bons d'achat qui est attribué au titre de ces deux événements sera porté à 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale, contre 5%, soit 183 € de manière classique. C'est un plafond par salarié et par année civile, soit 917 € en 2023. On attend le taux pour 2024. Ensuite, dernière petite brève, activité partielle des salariés protégés, retour au régime d'avant Covid-19. Très brièvement, c'est la fin de la possibilité pour l'employeur d'imposer aux salariés protégés, dans certaines conditions, un passage en activité partielle. Depuis le 1er janvier 2023, le retour du principe selon lequel aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés sans son accord revient. Si le salarié protégé n'accepte pas cette modification, l'employeur devra donc en tirer les conséquences et licencier ses salariés en respectant la procédure spécifique, ou payer le montant du salarié perdu. À défaut donc de respect de cette procédure, le licenciement sera nul. Voilà pour les brèves. On passe très brièvement, encore une fois, à la jurisprudence. Oui, alors on va essayer d'être rapide, mais c'est juste pour vous donner quelques actualités sur les dernières jurisprudences. Donc notamment une actualité qu'on a trouvée assez pertinente concernant l'horaire collectif. On en profite pour rappeler le principe que c'est à l'employeur de décompter de son travail effectif des salariés et qu'il faut tenir ce document-là à la disposition de l'inspection du travail. Et ça c'est dans le cas de, soit on a deux cas de figure, soit vous avez tous vos salariés qui travaillent selon un même horaire collectif. Dans ce cas-là, cet horaire, il doit être affiché sur le lieu de travail. Donc, c'est un décompte qui est collectif. Ou si vous avez des salariés, par exemple, vous avez des équipes qui travaillent par roulement, par relais, vous avez des salariés à temps partiel, vous êtes obligé également de prévoir un décompte individuel. Et lorsque ces documents ne sont pas présentés, communiqués à l'inspection du travail, vous pouvez avoir une amende de 4e classe, donc 750 € par salarié concerné, voire même une amende administrative de 4 000 € maximum par salarié concerné. Et là, en l'occurrence, dans notre jurisprudence du Conseil d'État du 1er février 2023, on avait une société, la société La Poste, qui, suite à un contrôle, avait eu une amende de 47 500 € parce qu'elle n'avait pas présenté de décompte individuel de sa durée de travail pour 95 salariés. Donc, comme l'amende, elle dépend du nombre de salariés, plus vous avez de salariés, plus l'amende risque d'être importante. Et donc, il considérait qu'il n'y avait pas eu cet affichage du décompte qui n'avait pas été présenté. Et en fait, le Conseil d'État vient nous rappeler que dès lors que l'entreprise a un horaire de travail collectif et qu'il est bien affiché et adressé à l'inspection du travail, eh bien, l'obligation est réputée satisfaite. L'employeur a correctement fait
appliquer son obligation. Et là, en l'occurrence, la société La Poste, elle avait 2 sites qui avaient un horaire collectif chacun, qui avait été négocié par accord et ça avait été correctement affiché. Donc, on était bien sur de l'horaire collectif. Il n'y avait pas besoin de faire un décompte individuel parce que tous les salariés suivaient ce même horaire-là. Et donc, a priori, l'amende n'avait pas. La Cour qui est venue remettre en cause cette amende n'avait pas commis d'erreur parce que l'employeur avait bien satisfait à son obligation. Donc voilà, c'était pour en profiter pour vous rappeler que finalement, ces décomptes collectifs ou individuels ont leur importance et qu'il faut bien les afficher parce que finalement, ça peut donner lieu à amende et à contentieux derrière. Merci Imen. Ensuite, on voulait évoquer avec vous, encore une fois très, très rapidement, un arrêt voilà, qui vient confirmer quelque chose d'intéressant, parce que souvent on se pose la question. C'était le cas d'un employeur qui avait engagé une procédure disciplinaire de licenciement à l'encontre d'un salarié, mais au cours de cette procédure disciplinaire, donc après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, le salarié a été déclaré inapte suite à une visite médicale par le médecin du travail. Et là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis ma procédure disciplinaire que j'ai déjà engagée ou est-ce que je suis l'avis d'inaptitude? Et bien là, la Cour de cassation vient nous répondre sans ambiguïté que l'employeur doit abandonner la procédure disciplinaire et engager la procédure de licenciement pour inaptitude. En effet, la procédure d'inaptitude est d'ordre public. Voilà, donc les dispositions relatives à l'inaptitude sont d'ordre public et donc s'appliquent peu importe la situation. Et voilà, donc on vous encourage, que ce soit en rupture conventionnelle ou procédure disciplinaire, dès lors que vous avez un avis d'inaptitude, de le suivre et d'arrêter toute procédure engagée. Alors, autre petite actualité donc, qui concerne la maladie, les salariés qui sont en arrêt maladie et leur possible licenciement. Un salarié, donc sur le principe, c'est que le salarié ne peut pas être licencié du seul fait qu'il a des activités pendant un arrêt maladie. Pour pouvoir le licencier, il faudrait que ces activités constituent un manquement à son obligation de loyauté qui reste maintenue même pendant son arrêt maladie et surtout que l'employeur démontre l'existence d'un préjudice causé par cette activité. Et notamment, par exemple, l'exercice d'une activité concurrente, on peut considérer que ça pose un préjudice à l'employeur. Mais à l'inverse, le versement d'un complément de salaire pendant l'arrêt maladie, qui serait potentiellement remis en cause par l'employeur, ne constitue pas en tant que tel un préjudice. Donc cet arrêt vient nous rappeler que c'est vraiment cette idée d'activité concurrente qui permet de justifier un préjudice à l'employeur. En l'espèce, c'est un salarié qui avait participé à 14 compétitions de badminton pendant ces différents arrêts maladie, sauf à réussir à démontrer que cette participation aurait aggravé son état de santé et donc potentiellement prolongé ses arrêts. Le fait qu'il aille à ces compétitions de badminton, ça ne constitue pas, ça ne crée pas de préjudice à l'employeur et donc on ne peut pas en tant que tel licencier le salarié pour un manquement à son obligation de loyauté parce qu'aucun préjudice n'était causé à l'employeur. Merci Imen. Et enfin, on voulait vous rappeler également un arrêt de décembre 2022 qui là encore vient confirmer une position classique de la Cour de cassation sur les travailleurs indépendants. Alors, le Code du travail pose une présomption d'absence de contrat de travail concernant les personnes physiques inscrites sur différents registres. Le registre de commerce et société, le répertoire des métiers, les registres des agents commerciaux, etc. Donc, pour les travailleurs indépendants, peu importe la forme qu'ils utilisent, on présume qu'il n'y a pas de contrat de travail. Ils sont pas liés par un lien de subordination auprès de l'employeur. Mais par contre, le même article nous précise que c'est une présomption simple. Et donc il faut faire attention à différents éléments qui pourraient démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise qui a recours à ce travailleur indépendant. Par exemple, là en l'occurrence, on avait un salarié qui était indépendant, mais qui était vraiment intégré dans une équipe, c'est-à-dire qu'il était soumis à des contraintes en matière de temps de travail et de formation, qu'il devait faire parvenir son compte rendu hebdomadaire chaque vendredi midi au plus tard à son employeur,
enfin son employeur, non, en tout cas au client, qu'il utilisait les locaux de la société, une adresse mail au nom de la société. Bref, il y avait tout un faisceau d'indices qui montrait qu'il était vraiment intégré dans l'équipe, mais vraiment en termes de processus interne, en termes de procédure RH, en termes de compte à rendre auprès du hiérarchique. Et donc la Cour d'appel, à juste titre, a fait ressortir que ces éléments plaçaient l'intéressé dans un lien de subordination juridique permanent et donc entraînent la requalification, en tout cas entraîne la requalification de la situation commerciale en contrat de travail. Donc, et là, ça concernait une grosse structure qui employait plusieurs travailleurs indépendants. Donc, il faut vraiment faire attention, on vous invite vraiment à faire attention au recours aux travailleurs indépendants. Il n'y a aucun souci pour y avoir recours, mais dès lors que vous y avez recours, faites attention à ne pas les mettre dans une même situation que vos salariés. Et là, on reste aussi à vos dispositions pour un petit peu faire pour auditer ces situations-là, les contrats commerciaux, les pratiques que vous avez. On a fini avec notre présentation. On vous remercie pour votre écoute. On reste à votre disposition. Là, on vous mène au numéro de téléphone. On vous écoute si vous avez, enfin, on vous lit si vous avez des questions à nous poser. On aura un prochain webinaire. La date, je ne sais pas si elle est encore fixée, mais ce sera au mois de juin. Ouais, courant juin. Voilà, donc on va voir si on a des questions. Pour l'instant, je ne crois pas si il y a des questions. Alors. Quelles sont les obligations pour l'employeur face à l'abandon de poste? Alors. Et justement, en l'état, pour l'instant, avec les informations qu'on a, on n'a pas encore de délai pour la mise en demeure, mais l'idée, c'est que si demain vous avez un salarié, de toute façon, c'est dans tous les cas la procédure qui conviendrait de suivre. Si vous avez un salarié qui est en abandon de poste, il faut lui demander de justifier son absence. Et donc là, a priori, avec sa présomption de démission, ce serait lui demander en mettant en demeure avec un courrier vraiment adressé au salarié. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de retour sur les délais, à compter de combien de jours on va considérer qu'en l'absence de retour de sa part, il sera considéré comme démissionnaire. On n'a pas encore ce délai-là. A priori, ce serait 15 jours, mais on attend le retour, l'arrivée du décret pour être sûr d'avoir ce délai bien fixé. Mais a priori, l'employeur en tant que tel, ses obligations, c'est vraiment juste de prendre contact avec le salarié pour lui demander de justifier son absence. Si vous essayez d'avoir un retour de sa part, à défaut, vous pouvez lancer une procédure, vous conservez la possibilité de lancer une procédure disciplinaire pour le licencier pour faute grave pour son abandon de poste. Et là, à l'avenir, selon les dispositions qu'on aura, dès lors que ce sera confirmé par décret, de le considérer comme démissionnaire et donc de remettre en cause ses droits à Pôle emploi. Bon, on communiquera dès lors qu'on aura plus d'informations sur cette nouvelle procédure. Ensuite, concernant la période d'essai, est-ce que le fait de reconduire une période d'essai est remise en question? Non. Non, on est vraiment sur la réduction des durées maximales légales. Alors, sur le renouvellement de la période d'essai, il doit être prévu par une disposition conventionnelle. Donc, sans disposition conventionnelle, ou sans accord collectif de branche ou convention collective qui le prévoit, le renouvellement n'est pas possible. Et là, les durées qu'on a évoquées, c'est une durée initiale de la période d'essai. Donc, il n'y a pas de modification sur la reconduite, enfin, le renouvellement de la période d'essai. Question suivante, concernant la période d'essai, est-ce que le fait de reconduire une période d'essai, je viens de dire, est-ce qu'il est possible de renouveler une période d'essai et donc de doubler cette période d'essai? C'était la même question. Ensuite, bonjour, j'ai des salariés qui ont plus de 30 ans d'ancienneté sans contrat de travail. Dois-je faire un contrat? Alors, j'ai des salariés qui ont plus de 30 ans d'ancienneté sans contrat de travail. Souvent, les contrats se sont perdus parfois Ah oui, temps. ok. Alors ça, c'est assez intéressant. Oui, j'imagine qu'il y a eu un contrat, juridiquement, il y a eu un contrat, mais que déménagement ou alors, en tout cas, l'histoire fait que vous avez perdu le papier du contrat. C'est vrai que c'est intéressant de trouver le bon moment
pour remettre sur écrit les conditions contractuelles. Là, en l'occurrence, c'est intéressant de profiter de cette loi d'adaptation du droit européen pour justifier la signature d'un contrat de travail, mais en fait, ce serait un contrat qui reprendrait les conditions contractuelles, sauf si vous voulez lui faire modifier ses conditions contractuelles. Mais oui, alors, on préconise toujours d'avoir un document écrit, même si c'est perdu, en tout cas, de l'avoir, puisqu'en cas de litige, c'est toujours mieux d'avoir un contrat de travail. Et surtout, quand on voit les nouvelles dispositions du droit européen, il faut vraiment que le salarié soit informé et pleine connaissance de ces informations-là. Donc oui, on vous encourage à réaliser un contrat de travail. Après, peut-être que, compte tenu de votre situation, c'est pas forcément opportun, ou en tout cas, il faut trouver le bon moment. Donc peut-être qu'on peut échanger par ailleurs pour savoir si, en fonction de notre contexte, on peut comment ça peut être mis en voilà, place, mais c'est surtout, et c'est vrai qu'en cas de contentieux derrière ou de volonté de mettre fin au contrat de travail, effectivement, si vous n'avez pas de contrat qui retrace toute la relation, ça peut être complexe. Donc, effectivement, selon le contexte, comme le disait nous, il peut être très opportun de prévoir un contrat pour justement pouvoir, en cas de, lorsque la rupture de ce contrat interviendra, de savoir dans quelle modalité on pourra le faire. Ensuite, pour la diapo 12, est-ce que c'est rétroactif? Alors, congés, il me semble. Les congés, c'est la 12. A priori, pas, ça concerne le congé de paternité, oui, de paternité. A priori, ce ne serait pas rétroactif, mais ce serait applicable dès maintenant. Par contre, ce sont des dispositions qui sont applicables dès à présent. Donc, si vous avez une procédure en cours, par exemple, pour un calcul d'indemnité avec une détermination d'ancienneté du salarié, il va falloir prendre en compte ces nouvelles dispositions, effectivement. Alors, bonjour, est-ce qu'il serait possible d'avoir le support présenté? Le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez retrouver on vous enverra le lien pour pouvoir avoir toute la présentation que vous pourrez regarder au besoin dès que vous le souhaitez. Ensuite, la mise en demeure est-elle obligatoire? Alors j'imagine pour l'abandon de poste. A priori, pour pouvoir considérer le salarié comme démissionnaire, le texte de loi précise bien il commence par évoquer le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence. Donc, il semblerait que pour pouvoir considérer qu'il est présumé démissionnaire, il faut que l'employeur ait bien respecté cette première étape de mise en demeure. Après, effectivement, sur la forme et sur les délais, on n'a pas encore de précision particulière, mais en tout cas, le texte précise bien cette mise en demeure par l'employeur. Oui, et d'une manière plus générale, en cas d'absence de votre salarié, avant de se poser la question d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour faute grave lié à son absence, il faut le mettre en demeure de se présenter à son poste. Donc de toute manière, la mise en demeure, elle est là, comme je dis, on vous invite très fortement à le faire, mais même plus généralement. La mise en demeure, c'est toujours intéressant pour démontrer que vous avez demandé de manière claire et non équivoque au salarié de se présenter à son poste. Ensuite, je crois que c'est en ce qui concerne la sensibilisation aux gestes qui sauvent pour les futurs retraités, à partir de quel âge? Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas de précision. Alors, déjà, il n'y a pas de condition d'effectif minimum, donc c'est pour toutes les entreprises. Il n'y a pas d'âge de préciser, c'est juste en fait dès lors qu'un salarié vous pose une question sur la retraite, on peut considérer qu'il pourrait être considéré comme un futur retraité. Alors il y a plusieurs indicateurs, il y a l'âge, son âge de départ à la retraite, est-ce qu'il approche, est-ce qu'il approche pas, est-ce qu'il vous fait des demandes sur des demandes d'informations sur le dispositif plus global de la retraite. En tous les cas, c'est à l'employeur de détecter si oui ou non il va être détecté, en tout cas d'interpréter si le salarié sera oui ou non concerné par ce statut de futur retraité, et donc de déclencher cette sensibilisation aux gestes qui sauvent. Ensuite, c'est vrai, c'est tout pour les questions. La dernière question. Ok, très bien.
Écoutez, on vous remercie encore d'avoir été attentif pendant cette heure et 5 minutes. Et puis on vous invitera à notre prochain webinaire. Vous pouvez vous tenir informé de l'actualité juridique et sociale d'Orcom sur nos pages LinkedIn et même plus globalement sur l'activité du cabinet Orcom, pareil sur notre page LinkedIn. On vous remercie pour votre écoute et voilà, vous aviez nos coordonnées et le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Merci à vous, au revoir.